Welcome to the CEFI Summit Europe, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the CEFI Summit Europe is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. You are looking at Management Teams and Leverage Buyout, Introduction to the Main Mechanisms of Leverage Buyout, State of the Market and a Case Study. Introducing Pour nous accompagner sur ce panel, Gonzague de Blinière, président de la FIC, également donc président de Barclays Equity Private Equity France, qui vient d'être magnifiquement présenté. Thierry De Groot, managing partner de Capzanine. Capzanine, un fonds spécialisé sur tout ce qui est small et mid-market en France, créé en 2004, intervenant aussi bien en equity qu'en mezzanine. Et 2 associés de chez Lovells, Monique Santil-Dupont et Yon Harry. Yon est présent chez Lovells depuis la création du cabinet en 1990, en tout cas du bureau parisien. C'est avec Monique, ils font partie des principaux spécialistes de tout ce qui est private equity M&A en France. Monique Santil-Dupont, elle était auparavant chez Nomos, elle a fait partie de l'équipe fondatrice. Elle a rejoint Lovells en 2004, si je ne me trompe. Et c'est donc également une éminente spécialiste du private equity. Je pense qu'il y a maintenant plus beaucoup de gens en France, dans le monde de la finance ou dans le monde de l'entreprise, qui ne savent pas comment marche un LBO. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je voudrais rappeler simplement quelques idées simples. Il y a 10 ans, quand on faisait un LBO, 65% du TRI était réalisé grâce à l'effet de levier. Le reste, c'était en grande partie grâce au fait qu'on n'achetait pas cher et qu'on vendait plus cher. On achetait une entreprise à un moment où elle était peu stratégique et on essayait de la vendre à un industriel à un prix relativement stratégique. Ces années-là sont finies, de mon point de vue. Et je pense que beaucoup de fonds de private equity le partagent. Au jour d'aujourd'hui, plus de 65% du TRI est réalisé par la création de valeur. Alors, la création de valeur, c'est quoi? C'est très simplement, on achète tous les fonds de private equity et les LBO à peu près au même prix. C'est vrai que les prix ont monté, mais ils étaient incroyablement bas autrefois. Et c'est vrai que les industriels ont payé très cher autrefois et maintenant deviennent plus raisonnables et que les 2 écarts de prix se rapprochent. Création de valeur, c'est quoi? C'est augmentation de l'EBIT, c'est la croissance externe, c'est peu de délocalisation, parce que je pense que dans les fonds de private equity, dans les sociétés sous LBO, il y en a peu qui se délocalisent, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, c'est par l'essentiel la création de valeur. Deuxième chose, je crois qu'il y a une méprise totale auprès du grand public sur l'effet de levier. Bon. C'est vrai qu'il y a 10 ans, l'effet de levier était uniquement calculé sur la dette qu'il y avait dans la holding d'acquisition en valeur relative du résultat d'exploitation. Et au jour d'aujourd'hui, la totalité des prêteurs seniors refinance l'intégralité du bilan en plus de la dette d'acquisition, on va vous l'expliquer, ce qui fait que le montant en multiple d'EBIT, en multiple de résultats d'exploitation, est donc beaucoup plus élevé. Si on regarde depuis 3-4 ans les montants d'EBIT, ils ont peu augmenté. Les montants de dette comparés à l'EBIT, ils ont peu augmenté. Alors c'est vrai que des grosses opérations d'LBO ont été réalisées avec des multiples élevés. Et bon, je crois qu'il y a eu dans le passé des grosses opérations d'LBO qui ont eu des problèmes de covenants, et le fonds de private equity a fait son boulot. Et même s'il a été obligé de remettre de l'argent à un moment où les résultats étaient un peu plus difficiles et où les banques ont dû négocier avec le fonds de private equity, ils ont pu quand même gagner de l'argent in fine. Je vous rappelle que la durée moyenne de détention des titres par un fonds de private equity, c'est entre 3 et 5 ans. Et 3 à 5 ans, c'est beaucoup, contrairement à ce que disent certains journaux. Je vous rappelle qu'un manager qui rachète une boîte en LBO, si elle reste 3 ans avec son fonds de private equity, elle peut développer, financer, réaliser son business plan. Si vous êtes coté, vous gérez au trimestre. C'est quand même plus facile. Voilà. Donc c'est quelques idées simples. Je pense que c'est
plus intéressant qu'on passe directement. Voilà, quelques idées simples que je voulais rappeler sur le LBO. Dans LBO, il y a L, il y a BO. BO, c'est buyout, c'est-à-dire tout simplement l'acquisition d'une société existante, une société opérationnelle, une société avec une historique, qu'on appelle société cible, par des investisseurs professionnels, des fonds de capital investissement, qui s'associent à une équipe de managers. Des fois, c'est les managers déjà en place dans la société, qu'ils soient actionnaires ou non. C'est un MBO, Management Buyout. Ou bien, c'est des managers externes qui n'ont aucun lien avec la société cible. Là, c'est un MBI, Management Buy-in. Les investisseurs et les managers s'associent dans une société, un véhicule d'acquisition, qu'on appelle généralement NewCo. Pourquoi un véhicule d'acquisition? Pourquoi pas acheter directement les investisseurs d'un côté et les managers de l'autre côté les actions de la société, peut-être faire un petit pacte actionnaire et puis y aller. En fait, parce que le véhicule d'acquisition, c'est ce qui permet à ces actionnaires de faire jouer un certain nombre de leviers qui vont maximiser le retour sur leur investissement. Voici donc le L dans LBO, leveraged, c'est-à-dire effet de levier. Les leviers sont de 3 types. Les leviers financiers, le levier fiscal et enfin le levier juridique. Donc on va les regarder un peu. Levier financier d'abord. Notre NewCo va se financer pour faire son acquisition en partie en equity, l'investissement en cash ou par rapport par les investisseurs et les managers, et en partie en dette. Elle va emprunter en partie souvent auprès de ses actionnaires, mais surtout auprès de banques, d'autres prêteurs spécialisés, la majeure partie du prix de l'acquisition de la société cible. Les actionnaires de NewCo auront donc un effet de levier sur leur investissement qui marche en fait tout comme l'investissement immobilier que peut faire monsieur tout le monde. J'achète un appartement 100 000 euros en empruntant 60 000 euros, mon investissement est donc de 40 000 euros, les loyers me permettent de rembourser mon prêt, je revends l'appartement, le prêt remboursé, pour par exemple 120 000 euros. La valeur de mon appartement a augmenté de 20%, mais j'ai un gain de 80 000 euros. Donc 200% sur mon investissement de 40 000. Je revends mon appartement, par contre, 140 000 euros. La valeur a augmenté donc de 40%, mais mon gain est de 250%. Le principe est le même pour les actionnaires de NewCo, lorsqu'ils font un LBO, à 2 choses près. Sur un LBO, c'est les dividendes qui sont versés par la société cible, l'opérationnel, qui permettent de servir les intérêts et de rembourser le principal des prêts. Deuxième chose, vous allez trouver peu de cibles adaptées à une opération d'LBO pour un prix de 100 000 euros. Deuxième levier, le levier fiscal. Notre NewCo s'est endettée pour acheter sa cible. Elle va payer des intérêts, mais elle est souvent, pas toujours, une société holding sans revenus, autre que les dividendes versés par la société cible. Alors que la cible, elle, qui verse les dividendes, supportera a priori l'impôt sur les sociétés sur ses bénéfices. À condition d'acquérir plus de 95% du capital de la cible et de ne pas être contrôlé par une autre société passible de l'IS en France, ce qui est généralement le cas, NewCo va pouvoir mettre en place une intégration fiscale avec la société cible et donc déduire au niveau du groupe intégré les intérêts payés sur les emprunts de NewCo des bénéfices opérationnels de la société cible. Dernier volet donc, les leviers juridiques. Il y a un certain nombre d'outils juridiques qui permettent de booster ou de réduire les droits politiques, les droits économiques des investisseurs d'un côté, les managers de l'autre, au sein de leur NewCo. Il s'agit d'abord des engagements contractuels pris dans les pactes actionnaires concernant NewCo, aussi des conditions, des valeurs mobilières qui sont émises par NewCo. Pour les droits politiques, les managers seront en règle générale libres de gérer la société tant que tout va bien. La société respecte son business plan et respecte ses covenants bancaires. Mais la position des investisseurs sera renforcée dès que les affaires vont moins bien. Ça peut se faire par le biais d'actions sans droit de vote qui récupèrent le droit de vote dans certaines situations, bien par BSA qui deviennent exerçables dans les mêmes cas, sous performance de la société où les managers ne respectent pas leurs engagements importants du pacte actionnaire. Pour les droits économiques,
c'est essentiellement au moment de la sortie, c'est-à-dire la cession ou l'IPO de NewCo, que les leviers correctifs vont jouer. Il faut que les managers restent motivés pour maximiser les performances de la société et donc sa valorisation au moment de la sortie. Il y aura donc un système pour assurer que plus le gâteau est grand, plus grand sera la part du management. La clé de répartition du gâteau sera basée en général sur les mesures de retour sur investissement réalisées par les investisseurs, le TRI, taux de rendement interne, ou le multiple de sortie. Les outils choisis peuvent par exemple être un engagement des investisseurs de rétrocéder une partie de leur plus-value au manager, ou bien de ne pas exercer ou convertir des valeurs mobilières qui seraient dilutives de la participation des managers, des obligations convertibles ou des BSA. Sinon, les managers eux-mêmes peuvent recevoir par exemple des BSA qui sont exerçables à un prix qui varie en fonction de la valeur de leur société, de leur Donc voilà les 3 leviers. Thierry, bon, effectivement, dans quel contexte une société se retrouve sous LBO? Elle peut avoir fait l'objet d'un spin-off, c'est-à-dire une cession, une filiale qui a été cédée par une entreprise, ou elle a fait l'objet d'un ce qu'on appelle un owner buyout, c'est-à-dire un LBO monté par le propriétaire lui-même qui s'associe avec un fonds d'investissement, qu'il reste d'ailleurs lui-même majoritaire ou pas, ou un LBI, un rachat par un nouveau manager associé avec un fonds d'investissement. De la même façon, les sorties peuvent être soit une revente à un groupe, soit à nouveau un LBO, et c'est une possibilité pour les actionnaires dirigeants de grimper au fur et à mesure des LBO successifs au capital de cette entreprise. Donc des managers peuvent avoir dans une stratégie long terme effectivement la volonté de rester. Charge à eux de s'entendre avec les différents fonds d'investissement et leurs actionnaires financiers qui se succèdent sur les conditions de réalisation de leur actif commun, bref en fait du prix de vente. Et puis, la vente peut se faire, sinon, à un nouveau manager dans le cas d'un LBI. On voit que si la revente se fait à un groupe, ces dernières années, c'est une cession qui a eu tendance à disparaître. On cherchait il y a quelques années, comme Gonzague l'expliquait, une valorisation stratégique à la sortie. Ces valorisations stratégiques, finalement, ont un petit peu fondu face aux valorisations financières, puisque les financiers se sont mis à acheter les sociétés plus chères, et puis les groupes ont été assez chahutés au début des années 2000. Peut-être c'est en train de revenir un petit peu maintenant. Si un groupe rachète, il est évident qu'il n'y a pas lieu de rester au capital puisqu'un groupe préfère acquérir 100% des actions. Si c'est un nouveau LBO, on en a parlé, le management va chercher à monter. Des sociétés comme Loxam ou France Bonhomme, qui sont un petit peu des stars ou picards de notre secteur, puisqu'on entend parler d'elles assez régulièrement, en fait, on a un actionnariat management qui grimpe au fur et à mesure jusqu'à devenir majoritaire. Enfin, dans le cas d'un LBI, il peut être intéressant et même demandé par les acquéreurs que les anciens actionnaires, soit le manager qui peut se retirer, soit le fonds d'investissement qui était majoritaire, restent au capital. C'est une garantie d'une part sur le prix et d'autre part sur la nature des actifs et passifs de l'entreprise et de son futur qui est donnée à l'acquéreur. Voilà. Juste un petit mot quand même sur l'effet de levier. Quand un manager vend son entreprise 100, il peut réaliser 80% en cash de son actif, réinvestir les 20 qui restent dans le capital de la NewCo. Si l'effet de levier de 1 pour 1, ce capital pour acquérir 100 n'est que de 50, ça lui permet de rester à 40% du capital du nouveau LBO. Donc il réalise 80%, ce qui est considérable, de la valeur de son entreprise, et il est à nouveau partie prenante pour 40% dans le LBO qui reste. Voilà quand même l'intérêt de rester dans les LBO successifs. Je voulais simplement dire un mot sur les LBO secondaires. Vous savez, il n'y a qu'en France où on s'interroge sur les LBO secondaires. En Angleterre et surtout aux États-Unis, il y a énormément d'entreprises qui ont fait l'objet de, 7, 8 LBO. Est-ce qu'on peut faire LBO sur une entreprise? Moi je dis oui, il y a 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut pouvoir continuer à créer de la valeur.
C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait un résultat flat, au fur et à mesure, à partir du moment où on endette de plus en plus, il y a un problème, mais à partir du moment où elle a continué à créer de la valeur, c'est-à-dire qu'elle a un résultat d'exploitation qui augmente, il n'y a aucune raison, tout en gardant l'effet de levier constant, qu'on ne puisse pas réendetter l'entreprise. Bon. Et la deuxième, c'est que le manager ait de l'appétit. Il ne faut jamais oublier que moi je me suis amusé à faire le calcul, sur 2 opérations de LBO secondaire sur 3, c'est une demande des managers. Quand ils ont goûté au LBO, ils ont envie de recommencer. Ils aiment ça. C'est pas un outil financier particulier que des fonds de LBO ont envie de dire tiens, c'est peut-être pas idiot de vendre maintenant, ce fonds-là a beaucoup d'appétit, donc on va lui filer le truc, comme il n'a pas fait beaucoup de dossiers, on va lui vendre. C'est souvent, pour 2 sur 3, j'ai fait le calcul, 2 sur 3 des demandes du management. Il ne faut jamais oublier aussi que derrière ces fameux TRI dont on a peut-être trop parlé à la FIC ou dans la profession en disant qu'on lève beaucoup d'argent, qu'on a fait une opération énorme, etc. Derrière ces TRI, il y a quand même une très belle réussite d'entreprise, et que s'il n'y avait pas cette réussite d'entreprise, nous, on ne gagnerait pas d'argent. Derrière, il y a une entreprise qui a... J'ai plein d'exemples. Moi, il y avait une société qui s'appelle Maison Phoenix, qui appartenait au groupe Vivendi, c'était quand même la star à l'époque, le groupe Vivendi, elle a créé 3300 emplois depuis qu'elle est sous LBO. Elle a fait objet de 2 LBO, et je peux vous dire que le manager, on va peut-être réfléchir à une sortie un jour, il n'a pas du tout envie de sortir de l'aventure du LBO. Il aime ça, il est content. Il était seul actionnaire avec 2 de ses cadres, aujourd'hui il y en a près de 60, je pense qu'il va étendre à des patrons de région, donc ça a une vertu, le LBO secondaire. Le manager veut le faire, mais je dirais que, outre le fait qu'il a envie de le faire, et c'est une logique de marché, il y a aussi des banquiers, compte tenu de la création de la valeur, qui sont prêts effectivement à l'accompagner dans l'opération. Et ce qu'il y a de caractéristique au niveau de la dette, dans les LBO successifs, c'est que la dette donne de la souplesse au manager en termes de covenant lorsqu'effectivement il a réussi. Et plus effectivement il crée de la valeur, et plus on va avoir des dettes avec des covenants lui permettant de créer de la valeur, alors qu'au départ, sur les premiers LBO, la position des banquiers très souvent est beaucoup plus, je dirais, protectrice. Mais dès qu'on tombe dans des LBO secondaires et voire tertiaires, parce que la société se développe, parce que le groupe se développe, on a effectivement aussi au niveau de la dette une souplesse qu'on n'a pas dans le primaire. Et ça, je crois que c'est important de le noter. Et c'est la raison pour laquelle aussi, on arrive maintenant au niveau de la dette, dans les LBO successifs, à avoir des managers qui vont eux-mêmes chercher la dette par des staple financing avant que l'acquéreur soit connu. C'est-à-dire que avec les banques qui ont fait partie de l'opération, voire d'autres banques, ils vont vendre sur le marché à d'autres fonds une reprise en LBO secondaire, eux-mêmes ayant négocié la dette d'acquisition de la future NewCo. Donc tout ça est lié à la création de la valeur. Un petit mot important, on a beaucoup parlé des entrepreneurs d'après-guerre, en fait toutes ces générations de chefs d'entreprise. Par la voie du LBO, on assiste maintenant à l'apparition d'une génération d'entrepreneurs qui, il y a quelques décennies, sera peut-être restés dans des grands groupes parce qu'ils y auraient vu plus de perspectives, qui n'auraient pas voulu créer une entreprise qui est quelque chose de très courageux et de très risqué. Reprendre une société en LBO, c'est un talent différent. Et actuellement, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Gonzague parlait de 800 sociétés sous LBO. Ce ne sont pas que des personnes qui auraient pris le risque de créer une entreprise, mais ce sont des personnes qui souvent quittent des grands groupes, qui n'hésitent pas à prendre le risque, soit par la voie de spin-off, tout simplement parce qu'ils ont envie de faire un LBO. Et ça permet au monde des PME d'abord de régler les problèmes de transmission, mais aussi d'attirer des talents, des grands talents au bénéfice de ces PME qui du coup prennent une valeur peut-être supérieure à ce qu'elles auraient eu avec le fiston, etc. Et ça, c'est très intéressant pour les PME françaises. Évidemment, on sait que ce sont les PME qui créent des emplois et les grands groupes qui en perdent, classiquement. Juste sur la dette, moi, il y a un truc qui m'énerve, donc je vous le dis. On entend souvent dire, mais vous êtes fous, vous mettez des effets de levier dingues. Alors ça m'horripile parce que c'est prendre les banquiers pour des fous, et s'il y a bien un métier où il n'y a pas des dingues, c'est quand même les banquiers, parce qu'ils ils sont extrêmement prudents. Mais je crois qu'on a oublié une chose, c'est qu'autrefois, quand on faisait un LBO, on ne finançait que l'acquisition des titres. Aujourd'hui, on finance 3 choses. L'acquisition des titres,
on refinance le bilan et on finance le business plan. Et à chaque fois, on oublie ça. Picard, le deal Picard, qui est une très très belle opération, il y a le financement de l'ouverture des magasins Picard. Et ça on tient compte du financement. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux pour un capitaine de bateau qui a un sponsor qui lui dit, écoute, faut que tu partes de cet endroit-là, tu nous as dit que tu allais à cet endroit-là, bah écoute, on te finance l'intégralité du trajet, c'est quand même pas mal. Donc quand on entend dire, enfin moi je pense que c'est une connerie, moi je préfère pas avoir la langue de bois, qu'il y a des effets de levier qui sont dingues, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce qu'on finance trois choses. Le business plan, l'ouverture de magasins, la croissance externe, le bilan que l'on refinance et l'acquisition des titres comme autrefois. On parle toujours des dossiers extrêmement connus sur la place, mais je crois qu'il faut dire que ce type d'approche maintenant, on le trouve dans le mid-cap et dans le mid-cap bas, ce qui n'était pas le cas il y a quelques des dettes d'acquisition uniquement, et il y avait très peu des dettes qui servaient effectivement à la mise en place de la création de valeur. Et maintenant, quelle que soit la taille du marché, de la cible, on trouve effectivement ce type de dettes qui sont mises en place. Parce qu'on cite toujours les gros dossiers, mais je pense que le marché aussi, il est sur des entreprises et qui peuvent être des entreprises beaucoup plus petites. Et ça, c'est une caractéristique et une évolution. Jusqu'à il y a quelques temps, on parlait de la mezzanine uniquement sur les gros deals. Et maintenant, on la voit descendre peu à peu. On voit des magnétismes de dette sur des deals sur des tailles, enfin small mid-market. Est-ce qu'il y a une vraie démocratisation de la souplesse de la dette actuellement ou... Oui, alors effectivement, la mezzanine n'existait pas il y a une quinzaine d'années. On avait l'habitude de dire il y a 10-15 ans, quand on monte un LBO, on met 1 franc d'action et 1 franc de dette, à l'époque, 50-50. On assiste maintenant à une sophistication de la structuration des financements de LBO qui sont arrivés par le haut, et je dirais aussi par les anglo-saxons, et qui sont descendus au fur et à mesure par capillarité vers les dossiers de plus en plus petits. Et maintenant, même sur des sociétés qui valent en valeur d'entreprise 10 millions d'euros, on est très très loin des gros mammouths. On commence à avoir maintenant des financements sophistiqués. En règle générale, par rapport aux 50-50 dont je parlais, on est souvent à 30-35% en fonds propres, qui attendent une rentabilité de l'ordre de, mettons, 25% annuel. Le financement bancaire représente toujours 50% sur des prix plus élevés, donc il a quand même augmenté en taille par rapport aux résultats de l'entreprise. Et puis s'intercale entre ces 30-35% et ces 50% un 15% de financement mezzanine, qui est un financement qui attend un rendement annuel à mi-chemin entre les 25 et les 5, c'est-à-dire aux alentours de 15%, qui sont assurés à plus des 2/3 par des intérêts comme de la dette, c'est une dette remboursable in fine, et pour le complément, par un accès à la plus-value. Donc il y a une petite participation à la réussite du business plan. Si on fait moins bien que le business plan, la mezzanine fait moins que 15%. Si on fait mieux, elle fait plus que 15%. J'aimerais juste dire un mot pour dire que la maximisation de l'effet de levier, ce n'est pas une maximisation en taille, c'est pas avoir le maximum de dette, mais savoir la structure de dette la plus conforme justement au plan que l'entreprise s'est fixé à ses capacités. C'est la raison pour laquelle on a cette sophistication qui fait que une partie de la dette est de la dette dite tranche A qui est remboursable au fur et à mesure des années, et se rajoutent maintenant des dettes dites tranche B, C voire D, qui sont des dettes à 8 ans, 9 ans, plus la dette mezzanine dont je parlais tout à l'heure. Donc on a un peu les différents étages de la fusée, qu'un niveau de risque qui augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche des fonds propres, et un rendement évidemment attendu qui est différent. Mais l'idée, c'est que c'est du sur-mesure et ça permet d'être adapté à ce qu'on veut faire avec cette entreprise. Est-ce qu'il y a des investissements? Est-ce qu'elle dégage beaucoup de cash? Est-ce qu'elle va être risquée pendant 2-3 ans? Et ainsi de suite. Voilà. Un petit mot aussi, le fait de mettre de la mezzanine permet de réduire évidemment les fonds propres, puisqu'on est passé de 50 à 35%, et ça permet aux chefs d'entreprise qui disposent de moins de moyens financiers par définition, d'avoir une part au capital plus importante. C'est la raison pour laquelle le discours vis-à-vis du chef d'entreprise qui monte un LBO, de lui dire mettons, structurons, sophistiquons le financement même sur une petite opération passe très très bien parce qu'il y voit son intérêt immédiat.
Sur l'image du LBO, bon, moi ça me préoccupe pas mal. Je pense que c'est un métier difficile, vous savez, le LBO. Je pense que d'abord il faut remarquer que beaucoup de boîtes veulent faire les LBO et peu sont élus. Nous sommes des gens élitistes, je pense qu'il faut le dire, en disant on essaye de choisir la meilleure boîte sur le meilleur secteur avec le meilleur management, qui nous présente le meilleur business plan. Et une fois que c'est fait, c'est compliqué. Et une fois qu'on est actionnaire, eh bien on travaille beaucoup ensemble. Et je crois que c'est complètement fini le temps où des investisseurs intelligents mettaient un moment un ticket quelque part et attendaient que ça se passe. Je pense que même la mezzanine est au bord de l'entreprise, donc, et quelquefois même des banques demandent des réunions extrêmement régulières. Donc une boîte qui est sous LBO, c'est une boîte extrêmement suivie, mais plus suivie que si elle était cotée, je peux vous le dire. Extrêmement suivie, sous contrôle. Les avocats sont présents, le mezzaneur est là, le banquier est là. Alors l'investisseur, il essaye de faire son rôle de création de valeur, et dès qu'il peut financer ou avoir une idée pour créer de la valeur, soit par croissance externe, soit par quoi que ce soit, c'est faisable. Juste une petite chose, il y a un marché qui a émergé il y a 3-4 ans et je suis un peu étonné qu'il y ait peu d'opérations comme ça, c'est ce qu'on appelle le carve-out. C'est-à-dire au lieu d'acheter une entreprise, vous achetez une division. Il existe des groupes qui vendent leur division et non pas l'entreprise. Alors l'avantage d'acheter une division, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre la dette d'acquisition des titres dans la holding, vous pouvez les mettre directement dans la société cible. Alors là, les banquiers ils sont ravis parce qu'ils sont tout près du business, ils sont près du chiffre d'affaires, ils sont près du besoin en fonds de roulement, donc ils sont bien au chaud, c'est impeccable. Donc c'est un peu moins risqué. Mais le carve-out, c'est rachat d'une division, c'est un système de rachat d'entreprise sous forme de LBO qui, à mon avis, peut se développer et on en voit quelques-unes d'opérations en France. Oui. Il y en a eu quelques-unes. C'est vrai que parfois c'est une approche qui est un peu plus difficile parce qu'il faut déjà isoler la division. Donc ça présuppose qu'il y ait quand même un travail en amont qui est important, tant en termes de calendrier pour le fonds, parce que ne serait-ce qu'en termes d'audit, il faut qu'il sache ce qu'il va acheter et qu'on arrive à isoler ce qu'il va acheter. En termes juridiques, c'est parfois un peu compliqué lorsque on a je dirais, plusieurs fonds de commerce dans plusieurs pays, et donc ça pose parfois quelques difficultés de structuration, mais il y a eu effectivement quelques dossiers qui ont été faits de cette sorte, mais peu. Et c'est vrai que pour l'opération est formidable. C'est une vente de fonds de commerce avec un financement qui peut être mis directement et pour les banques avec des sûretés immédiates sur les actifs. Oui, j'ai une question à propos des MBI par rapport aux MBO. On dit qu'il y a très peu de MBI en France encore à l'heure actuelle. Quel est votre sentiment là-dessus, sur les managers qui viennent donc de l'extérieur ? Alors, le MBI pur n'existe à mon avis plus pour la raison simple, c'est que je ne crois pas beaucoup aux managers qui seuls, sans s'associer avec des managers de l'entreprise, vont acheter une boîte. Donc, ce qui existe à Haut-Fermarais, mais c'est pas le MBI, c'est le BIMBO. Donc quand on dit le MBI n'existe plus, je pense que c'est plutôt dans l'idée le MBI pur et dur, c'est-à-dire un manager qui vient de l'extérieur et qui s'associe avec aucun des salariés d'entreprise pour acheter la boîte. Ça, je pense que c'est un peu difficile parce que vous savez, la vertu est quand même bonne quand vous avez des salariés d'entreprise qui la rachètent. Par contre, le BIMBO, il y en a beaucoup. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui seraient des repreneurs éventuels d'entreprise, il y a le BIMBO premier tour, mais il y a le BIMBO deuxième et troisième tour, parce que vous avez des managers de la génération qui sont sous LBO, qui atteignent les 60 ans, qui ont leur petit pactole, ils ont envie d'arrêter et ils cherchent un repreneur. Donc pour des repreneurs potentiels, je pense qu'il y a une bonne idée, c'est de dire, bah voilà, moi je suis spécialiste dans tel métier, dans tel secteur, je suis prêt à prendre la relève d'un manager qui est sous LBO. Le gros avantage de cette technique, c'est qu'il peut rentrer comme salarié, il fait une période d'essai de 6-12 mois, et si tout se passe bien, bah c'est lui qui organise autour de lui le MBO. Donc je pense que le MBI pur, c'est pas facile, le BIMBO, mon sentiment personnel, c'est que ça, il y en a pas mal. Bonjour. Alors voilà, il va y avoir un boom, je pense que vous avez déjà dû étudier au niveau du marché en France, concernant effectivement les dirigeants de PME qui vont partir à cause de la retraite. Est-ce que vous avez fait des études de marché sur cette transition ? Est-ce qu'il va y avoir des choses organisées, même au niveau de l'État ? Est-ce que vous allez participer à des initiatives qui vont être prises pour que d'autres jeunes repreneurs puissent être mieux outillés, mieux formés pour faire face à peut-être cette chance ? Gonzague, certainement. Alors moi,
en tant qu'AFIC, personnellement, je souhaite absolument pas que l'État s'en occupe, parce que quand il s'en occupe, c'est la merde. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'il y a une génération, comme vous le dites, de managers qui vont partir, donc il faut retrouver... Alors, là où il faut qu'on soit en veille fiscale, je pense que c'est pour la fiscalité, c'est tout ce qui est imposition sur la transmission et le fameux ISF. Bon. Je pense que c'est un peu petit ce qui va sortir, c'est pas encore sorti d'ailleurs, mais c'est quand même un bon début et c'est une porte ouverte à une réflexion qui était une espèce de dogme pendant des années où il fallait pas bouger ça. Mais je vois pas en quoi l'État peut organiser quoi que ce soit. Je crois que bon, on a des statistiques, il y a un vieillissement de la population. Bon, mais je crois que bon. Encore une fois, là où peut-être qu'il faut qu'on s'organise, et c'est pas forcément la FIC, c'est que nous sommes un peu élitistes. Mais il y a énormément d'entreprises, des petites entreprises de 5, 10, 15 salariés qui sont dans des provinces françaises qui ont un problème de successeur et qui peuvent très bien faire objet d'un LBO en douceur sans qu'un fonds de private equity arrive. Donc c'est dans cet esprit-là, je pense, et c'est peut-être l'objet de vos questions, que effectivement l'État peut peut-être faciliter en allégeant la fiscalité sur la transmission d'entreprise à des gens qui ne sont pas membres de la famille. Apparemment, ils ont essayé de le faire par un système de location d'actions, notamment, qui a priori vocation à permettre la transmission de ce type d'entreprise. À vrai dire, à l'heure actuelle, en ce qui me concerne, je ne suis pas très très claire sur l'intérêt effectif d'avoir mis un tel système en place. Il y a un autre point aussi qui me semble un petit peu contradictoire. Je pense qu'on veut pousser la transmission et d'une part, fiscalement, on a effectivement des dispositions qui améliorent la fiscalité en cas de transmission. Et de l'autre côté, on a des dispositions, notamment l'exonération des plus-values si on reste 6 ans actionnaire d'une société, où on peut se demander... 8 ans. Où on peut ça commence à partir de 6 ans. Si on peut se demander si aussi ça ne va pas quelque part, pour les entreprises qui ont été reprises, freiner également la transmission. Donc je dois avouer que, en ce qui me concerne, je trouve qu'on a fiscalement des espèces d'incohérences, me semble-t-il, sur le régime qui semble devoir être mis en place. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, dans 8 ans, on aura peut-être, l'ISF sera peut-être âgé, mais dans 8 ans, une personne physique qui vendra ses actions ne paiera plus d'impôts. Oui. Une personne morale qui aura plus de 5% du capital et qui cédera ses actions ne paiera plus d'impôts. Donc ça va quand même changer les choses, mais c'est dans 8 ans. Qu'est-ce qui va se passer entre l'année 1er janvier 2006 et 1er janvier 2014 ? Là, c'est sûr que c'est point d'interrogation. Je voudrais juste poser deux questions sur le BIMBO. Ça signifie bien que le manager entrant va être accompagné par les hommes clés de l'entreprise ? Oui, absolument. C'est ça. Deuxièmement, l'OBO, si on passe sur l'OBO, c'est le manager existant qui revient au créneau. C'est une façon, comme on dit aussi, de vendre en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a un dirigeant qui a, mettons, 55 ans, qui prévoit de se retirer 5-6 ans après, mais qui a envie de réaliser une partie de son patrimoine, tout simplement parce qu'il se dit j'ai pas envie de le laisser quelque part en risque plus longtemps, ou alors j'ai des projets par ailleurs, et en s'associant avec un fonds, quitte à perdre la majorité, mais maintenant il y a eu tellement d'histoires qui se sont bien passées ces 15 dernières années, je dirais que les managers ont complètement intégré ce fait. Il s'associe avec le financier en réalisant, comme on disait tout à l'heure, l'essentiel de son patrimoine, en restant à un niveau relativement élevé au capital. Et il vend ensuite la totalité avec le fonds. Ça arrive aussi lorsqu'on n'a pas de nouveaux dirigeants encore. C'est-à-dire que le propriétaire accepte de rester aussi pendant quelques temps, quelques années, lorsqu'il n'y a pas un manager en interne, reste pour aller chercher, accompagné par le fonds, un nouveau manager à l'extérieur. Quand vous identifiez une cible à racheter comme société, quels sont les outils dont disposent les fonds pour évaluer le management en place ? Ah, le management. Alors ça, le management, l'expérience. Je
Je pense que c'est là où notre métier est passionnant, c'est qu'on a tous les mêmes outils avec des brillants avocats, un peu chers mais sympathiques. On a tous les mêmes outils avec les cabinets d'audit, les audits stratégiques. Et on travaille exactement, je pense, avec les mêmes outils. On a nos mêmes ordinateurs, on est tous en 220, on a nos tableaux Excel, on veut tous avoir du 20, 25, 30% de TRI. Derrière, est-ce que ce sont les bons managers, c'est la bonne équipe, est-ce qu'ils s'entendent entre eux? Est-ce que le directeur financier, qui est quand même un keyman dans ce genre d'opération, est à l'aise sur le cash management, sur le suivi de est-ce que et ça c'est assez rare. Je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs de tête qui nous proposent des services en disant moi je peux auditer. Alors je pense que certains le font. Je propose d'auditer l'équipe de management qui va reprendre l'affaire et vous dire s'ils sont caractériels, charismatiques, fous, généreux, partageurs, etc. Moi, personnellement, c'est un point de vue personnel, je pense que la meilleure formule, c'est de faire rencontrer... Moi, je rencontre tous les managers et les équipes chez moi rencontrent aussi la plupart des managers. Donc, on a une vision un peu commune. Je pense que c'est un peu pareil chez Capzanine. Et puis même, on parle avec les avocats qui travaillent... Vous savez, c'est une équipe... Une opération de 200 millions d'euros de transactions, c'est beaucoup d'argent, mais c'est près de 60 personnes qui travaillent en permanence pendant 2 mois. Les avocats, les auditeurs, etc. Et puis tout ça, ces gens se parlent entre eux. Et puis on a des anecdotes, des choses, on voit comment ça se passe, le type a été réactif, pas réactif, et tout ça c'est des échanges un peu informels, non organisés, qui fait qu'on a une vraie idée de l'équipe de management. Et souvent quand on se trompe, pour beaucoup de ces cas d'erreur, c'est à cause du management. Je vais dire 2-3 anecdotes sur des expériences qui se sont non conclues justement avec un manager. Il est évident que ce qu'il faut, c'est passer le plus de temps avec lui, et notamment l'étude, l'analyse et la critique du business plan est un exercice intéressant. Je me souviens d'un dossier où on avait un manager qui était formidable, avec beaucoup de références excellentes, il connaissait très bien le métier, mais quand on est vraiment rentré en profondeur dans le business plan, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que les chiffres n'étaient pas maîtrisés, les ratios n'étaient pas connus, etc. Donc là, on n'a pas été au-delà de cette réunion. Je ne vais pas dire pourquoi exactement, mais... Bon. Dans un autre cas, c'est quelqu'un qui était très brillant, le dossier était formidable, mais sur le plan, je dirais pas de l'éthique, mais du comportement, certaines choses nous interpellaient. Et ça a été des détails aussi bêtes qu'on a rassemblés, de la façon dont il se garait sur les places de handicapés, ou le fait qu'il ait une plaque WWW alors que la voiture avait 5 ans d'existence. Le type avait un gros patrimoine, il me dit oui, mais comme ça me fait faire des économies. Et voilà, c'est des choses quelquefois toutes bêtes, des petits trucs de comportement, mais qui font qu'on se dit, c'est un mariage quelque part. On ne va pas partir pour 5-6 ans, il y a beaucoup d'argent, il y a l'argent des banques, il y a l'argent qu'on nous a confié, il y a des personnes dans cette entreprise, quelquefois c'est un manager qui arrive de l'extérieur, donc il n'y a pas de légitimité, et il faut qu'il acquiert. Il y a trop d'enjeux. Il y a énormément d'enjeux et on ne peut pas se permettre de prendre une responsabilité. Une fois encore, une phrase moi, que j'ai faite mienne, il vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Absolument. Et le management est ce qui est le plus important. Vu côté, je dirais, avocat du management, pendant quelques années, les fonds avaient du mal à remplacer le management lorsqu'ils avaient fait une opération de LBO. C'est pendant de nombreuses années, on n'était pas satisfait, mais les fonds avaient un peu de difficulté à révoquer le management. Or, je crois que lorsque, effectivement, on est sur des opérations importantes et où il y a de la création de valeur à faire et où on se retrouve avec des équipes de management dès le départ impliquées qui sont importantes, il arrive effectivement que si le management n'applique pas la stratégie qui fait l'objet d'un accord commun, effectivement, il faut remplacer le management, et c'est quelque chose qui se fait, je dirais, de plus en plus naturellement, et qui, je crois aussi, rentre en ligne de compte et rentre également dans l'esprit des nouveaux managers qui savent très bien que quand ils font une opération de LBO, ils doivent délivrer. Et ça, c'est une évolution aussi au niveau des mentalités. Pour les MBI, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait 800 sociétés qui étaient sous contrôle LBO. Il y a combien de MBI ou de Bimbo en France, s'il vous plaît? Faut pas que je dise de bêtises, surtout que Jean-Yves Demenin qui est là, donc non, il n'est plus là, donc je peux y aller. Je pense qu'en MBI,
à la louche, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Moi, je dirais moins de 10%. Pour moi, hein. Je pense qu'il y en a plus dans les petits dossiers qui font l'objet de transactions, pas de gré à gré, mais le manager s'en va et il trouve quelqu'un d'autre. C'est plus facile de reprendre une petite société qu'une grosse, évidemment. Cela dit, des fonds comme Initiative Finance, MBO Partenaires, qui sont spécialisés sur les petits dossiers depuis très longtemps, très longtemps, ont constaté, d'abord, ils ont fait beaucoup moins de MBI que de MBO, et ils ont constaté statistiquement un taux de casse beaucoup plus élevé sur les MBI. Donc, ils sont réticents à faire des dossiers en MBI. Mais vu vos questions, je ne sais pas si vous êtes un candidat à la reprise, mais encore une fois, n'oubliez jamais qu'il y a ce stock d'entreprises qui sont sous MBO, il y a des patrons qui ont fait l'objet du 2e ou 3e MBO qui ont envie de se barrer. Patron de courte paille, il a dit, moi j'ai 60 ans, je suis fatigué, j'ai envie de partir, mais j'ai pas du tout envie que ça sorte de la logique du LBO. Philippe Labbé, directeur général de McDo, a été recruté, on a vu pendant 6 mois que ça marchait bien, le fit était bon avec les managers, et c'est autour de lui qu'a été fait le LBO. Et ça, c'est le monde idéal, parce que c'est win-win situation, c'est-à-dire que le fonds de private equity ne prend pas le risque tout de suite autour du I, il reste avec les O, et puis voilà. Et d'ailleurs, dans les dossiers de petite taille, ce qu'on voit aussi, c'est des chefs d'entreprise qui veulent le transmettre, qui font venir de l'extérieur, en qualité de cadre, par exemple, un directeur financier qu'ils n'avaient pas avant forcément, dans la perspective, effectivement, de l'amener à faire un LBO, c'est-à-dire qu'ils structurent à l'avance par des recrutements de salariés et de cadres pour essayer, effectivement, d'amener à un LBO. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça a toujours, le LBO n'a pas inventé ça, parce que depuis que l'entreprise existe, le patron a toujours une idée, un jour, quand il est un peu malin et qu'il est clairvoyant, de réfléchir à trouver son successeur. Ça accélère. Voilà, ça s'accélère. Ça s'accélère. En tant que repreneur, j'ai 3 questions, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il y en a une qui concerne, effectivement, c'est plutôt la notion de bimbo. Jusqu'à quel niveau les fonds descendent en termes de taille d'entreprise? La deuxième concerne les managers que vous pouvez mettre finalement en bimbo, c'est-à-dire MBI, dans la partie du I. Est-ce que les fonds ont tendance à vouloir justement chercher ces personnes qui pourront être des managers entrant dans les MBI et, comme vous voulez dire, pouvant ou alors entrer dans un 2e tour ou un 3e tour de LBO. Et le 3e élément sur lequel j'aimerais poser une question, c'est les secteurs. Est-ce que vous avez des secteurs d'industrie qui vous sont interdits? Par exemple la communication, par exemple l'édition, ou différentes choses comme ça qui sont censées être trop immatérielles. Taille minimum. Alors, Thierry parlait d'Initiative Finance et MBO Partners. Je pense qu'ils font des transactions entre 5 et 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. En dessous, moi je vous dis attention, parce que si vous prenez une boîte trop petite, vous allez racheter une boîte sur laquelle il y a un type qui fait un one-man show, et c'est pas toujours très facile de remplacer quelqu'un comme ça. Mais dans ce cas, en valorisation, absolument. Valorisation. Deuxième question, est-ce que les fonds viennent chercher... alors, dans le très haut de gamme, très chic, oui, il y a des fonds qui donnent des missions à des grands chasseurs de tête pour aller chercher des patrons de très grosses boîtes. Bon, mais si on exclut ça d'expérience, je crois que sur le mid-cap, sur le gros du marché, quand on va chercher un manager et qu'on passe par un chasseur de tête, c'est qu'on a un problème. Les secteurs dans lesquels on n'a pas le droit d'intervenir, de plus en plus les secteurs sont extrêmement larges. On a même vu des compagnies d'assurance. Nous, par exemple, notre fonds, on n'a pas le droit d'aller dans l'immobilier pur et la fabrication d'armes. Voilà. Sinon, on fait ce qu'on veut, on peut tout faire. On peut racheter le CFI, on peut racheter le CNIT, on peut racheter tout. Stade de France, un très beau dossier. Je tenais à vous remercier en tout cas. Donc, Monique Santil-Dupont, Yonari, Thierry De Groot, Gonzague de Binière, merci.